Alors, Madame, donc le cours, c'est bon, c'est bon, c'est bon. donc, le cours d'aujourd'hui, c'est la pharmacologie des antiépileptiques. Donc, les objectifs, il faut connaître le mécanisme d'action et les propriétés pharmacologiques des principaux antiépileptiques. On va voir qu'il y a plusieurs générations. Connaître bien évidemment les propriétés pharmacocinétiques qui ont un rôle donc important dans le maniement des antiépileptiques ainsi que dans tout ce qui est interaction médicamenteuse. Vous allez voir qu'il y a des inducteurs enzymatiques donc parmi les antiépileptiques. Il faut connaître donc les critères de choix à la base d'un traitement, les principaux effets indésirables. Parmi ces antiépileptiques, il faut également faire attention à tout ce qui est interaction médicamenteuse, plus particulièrement aux contre-indications, notamment chez la femme enceinte, on va le voir, et connaître les règles de maniement des antiépileptiques au cours de la grossesse. Pour commencer un peu d'histoire, donc le terme épilepsie est apparu en 1503 dans la langue française. Il est formé à partir d'un nom latin, epilepsia, qui dérive lui-même d'un nom grec. Alors, la maladie en elle-même, elle a été décrite donc 400 ans avant Jésus-Christ. Plusieurs célébrités avaient la maladie. Le traité de l'épilepsie de Tissot en 1770 constitue donc une des premières approches scientifiques de la maladie. Et puis, c'est grâce aux travaux de John Huggins Jackson qui ont permis donc à l'épilepsie de passer du champ de la psychiatrie à celui de la neurologie. Donc, c'est un neurologue britannique. C'est lui qui a réussi justement à décrire les phénomènes de l'épilepsie au niveau cérébral. Donc, il a permis en quelque sorte de comprendre la maladie. Alors, qu'est-ce que la crise épileptique? C'est une manifestation clinique qui reflète une hyperexcitabilité paroxystique anormale, excessive d'une population de neurones impliquant soit le cortex complet, donc on parle alors de crise généralisée, soit une zone corticale limitée, et là on parle de crise partielle ou focale, tout en sachant qu'une crise partielle peut se généraliser et devenir une crise généralisée. Donc, se traduit au niveau de l'électroencéphalogramme par une perturbation de l'activité électrique cérébrale. Donc, la crise épileptique, elle ne définit pas l'épilepsie. Donc, c'est plus un syndrome qu'une maladie. Donc, l'épilepsie, c'est une affection neurologique chronique. Donc, pour définir l'épilepsie, il y a la notion de chronicité et de durée. Elle est d'étiologie diverse, caractérisée par la répétition des crises, et ceci, quel que soit le symptôme clinique ou paraclinique éventuellement associé. Madame, Oui, lorsqu'on dit une crise épileptique, c'est un syndrome, n'est pas une maladie. معناها passable تتعدى. تنجم معناتها une personne تنجم تعمل une crise épileptique suite معناتها نجمو نشوفوا on verra tout à l'heure un peu les étiologies. Il y a même des stimuli de stress, les hormones au cours d'une grossesse, ou à la suite à des médicaments. On peut faire une crise épileptique sans pour autant développer la maladie ou elle dure dans le temps. Donc, l'épilepsie, il y a le critère de chronicité. C'est des patients, elles commencent à l'enfance, elles durent dans le temps, les traitements à vie, généralement, on ne guérit pas. On peut se porter. معناها الكريز épileptique ما نعملوش فيها un traitement. On peut traiter وقتها, mais on arrête le traitement après. Ou on cherche l'étiologie. Pourquoi le patient il a fait une crise. نجم تكون حتى suite à un AVC, suite à un traumatisme crânien. D'accord. Donc, on traite وقتها, mais on cherche la cause. Et on ne peut pas développer une crise ou l'épilepsie à l'âge adulte sans qu'il y ait des étiologies derrière. D'accord? Alors, sur le plan épidémiologique, donc c'est l'une des affections neurologiques chroniques
Voilà, justement, elle est chronique, la plus fréquente après la migraine. Donc, c'est un problème donc, majeur de santé publique. Il n'y a pas de distinction entre sexe ni origine ethnique. L'incidence est 60 pour 100 000 personnes par an. Sa prévalence, c'est entre 0,6 à 0,8% de la population. Elle est 2 fois plus fréquente dans les pays en voie de développement. En France, par exemple, le nombre de patients varie de 400 000 à 500 000 patients, soit environ 50 millions dans le monde. Alors, l'incidence en fonction de l'âge. Plus de la moitié des épilepsies débutent pendant l'enfance, quoique elle apparaît à n'importe quel âge, généralement aux âges extrêmes de la vie. Donc, pendant l'enfance et l'adolescence. Pourquoi? Parce que la maturation cérébrale et l'excitabilité, elle est importante. Et chez les personnes âgées, pourquoi? Parce que justement, l'installation de l'atrophie cérébrale, soit d'origine vasculaire, dégénérative ou tumorale. D'accord? Lorsque la maladie survient très tôt, elle a des répercussions sur les étapes du développement, notamment l'acquisition du langage, de la marche. Ça c'est surtout chez les enfants. Alors, la classification des épilepsies. On a 4 classes: les crises généralisées, les crises partielles, l'état de mal épileptique et les crises inclassables. On va commencer par les crises généralisées. Ce sont des manifestations cliniques qui indiquent une atteinte des 2 hémisphères. Donc, l'atteinte, elle est bilatérale au niveau du cerveau. D'accord? Les atteintes motrices, elles sont toujours bilatérales. Elles peuvent être subdivisées donc, en fonction des signes, en fonction donc, des signes cliniques et des perturbations de l'électroencéphalogramme. Donc, dans les crises généralisées, ce sont des crises donc, qui impliquent une atteinte des 2 hémisphères. On a 4 sous-classes: les crises tonico-cloniques ou le grand mal, les plus fréquentes, donc des crises convulsives. Elles se manifestent par une perte de connaissance qui est brutale. Elles comportent une phase tonique et une phase clonique. Alors, dans la phase tonique, on a une contracture de l'ensemble de la musculature, environ une dizaine de secondes. Et dans la phase clonique, elle se caractérise par des secousses violentes musculaires des membres ainsi que de la face. S'accompagne également de signes neurovégétatifs, notamment une hypertension, une tachycardie, une mydriase, hypersalivation. Généralement, il y a perte d'urine. Voilà. Donc, dans les crises généralisées, on a les crises tonico-cloniques, le grand mal. Les crises myocloniques, elles se traduisent donc par des secousses musculaires toujours brèves et bilatérales. Les crises toniques se différencient des crises tonico-cloniques généralisées par leur brièveté et leur survenue au cours du sommeil. Il y a également ce qu'on appelle les absences. Donc, les crises bilatérales, il y a une atteinte des 2 hémisphères. Elles sont subdivisées en 4 sous-classes: les crises tonico-cloniques, le grand mal, les crises myocloniques, les crises toniques et les absences, le petit mal. D'accord? Les crises partielles. Donc ici, l'atteinte, elle est unilatérale. Donc les crises commencent dans un hémisphère du cerveau et peuvent bien évidemment secondairement se généraliser. Ce sont des crises hémicorporelles. Le patient perd le contrôle d'une partie de son corps. Elles peuvent être subdivisées également en crises simples ou complexes. Alors, les crises simples, c'est sans altération de l'état de conscience. Les crises complexes, avec altération de l'état de conscience. Alors, l'altération de l'état de conscience se manifeste par des phénomènes notamment hallucinogènes, olfactifs, auditifs ou visuels.
Ces crises partielles, elles peuvent secondairement se généraliser. Donc, toute crise partielle est susceptible de se généraliser secondairement. Voilà une crise généralisée. L'état de mal épileptique se définit comme étant une crise épileptique prolongée ou des crises épileptiques multiples, se produisant donc à des intervalles très rapprochés dans le temps. Donc, selon le type de crise, on a affaire soit à un état de mal généralisé, il peut être convulsif ou non, on parle d'état d'absence, ou un état de mal partiel. Il y a aussi la quatrième classe, c'est les crises inclassables. Ce sont des crises qu'on ne peut pas classer par manque donc, de données exactes. Alors, les données physiopathologiques maintenant. Madame, Oui. les crises inclassables اللي قلناهم توا معناها ما ينجموش يكونوا لا مال épileptique لا اللي قبلهم ما يشبهلهمش معناتها. Au fait, le médecin, quand il voit le malade, il veut classer la crise. Étant donné les symptômes, il ne peut pas la classer. Mais est-ce que c'est le grand mal, le petit mal, est-ce qu'il a convulsé ou pas, est-ce qu'une partie, la crise a eu lieu sur une partie du corps ou bilatérale. Donc, ce sont des crises inclassables juste par manque de données exactes. D'accord, merci. Alors, les données physiopathologiques. La crise épileptique, donc, elle résulte d'une dépolarisation prolongée d'un groupe de neurones. Donc, cette dépolarisation, elle peut être due soit à une diminution de l'inhibition GABAergique. Donc, on va voir que les médicaments, ils ont intérêt à renforcer justement l'inhibition GABAergique, soit une augmentation des mécanismes excitateurs. Les médicaments qui vont agir sur les mécanismes excitateurs, ce sont plutôt des antagonistes, donc ils vont bloquer les mécanismes excitateurs, soit la présence de neurones endommagés ou un défaut de fonctionnement de ces neurones qui constitue ce qu'on appelle un foyer épileptogène. Donc, la crise épileptique, c'est une rupture, on peut dire qu'il s'agit d'une rupture de l'équilibre entre l'inhibition GABAergique et l'excitation glutamaergique. On va voir en détail les mécanismes donc, des médicaments. Juste pour vous donner un peu une idée, donc le cerveau, il est constitué de deux hémisphères, hémisphère droit et hémisphère gauche. Chaque hémisphère contient 4 lobes, le lobe frontal, le lobe temporal, le lobe pariétal et le lobe occipétal. Donc, l'atteinte d'un de ces lobes génère donc des symptômes particuliers. Par exemple, si le lobe temporal qui est atteint, on va trouver dans les crises donc épileptiques, voilà, les patients atteints au niveau de ce lobe-là, par exemple, des troubles de l'audition ou du langage. Si le lobe occipital, par exemple, qui est atteint, alors on aura donc une perception visuelle anormale. Donc, la région du départ de la décharge électrique, elle est à l'origine de la crise, conditionne en partie les symptômes. C'est clair? Oui, madame. Très bien. Donc, on passe donc aux étiologies et aux facteurs favorisants. Donc, bien évidemment, la génétique, étant donné qu'elle est à la base de tout, elle intervient dans les épilepsies et elle rend compte d'environ 40% de celles-ci. Donc, 40% des épilepsies ont pour une origine génétique. Il y a aussi des facteurs qui sont acquis, notamment des facteurs périnataux, comme des anomalies de développement cortical. Il y a aussi les AVC, les accidents donc, vasculaires, les infections du système nerveux central, les intoxications médicamenteuses, materno-fétales notamment,
On va voir tout à l'heure, surtout avec le scandale de valproate du sodium, Dépakine, les maladies infectieuses, notamment les méningites, les troubles, donc les tumeurs cérébrales, les traumatismes crâniens. Il y a également des facteurs toxiques comme l'alcool, la cocaïne, les amphétamines, l'intoxication par le plomb, le manganèse ou le méthanol. Donc, ce sont des substances donc, épileptogènes. Les médicaments également, surtout les médicaments psychotropes. Donc, ils peuvent déclencher des crises, soit par imprégnation chronique, notamment avec les antipsychotiques et les imipraminiques, surdosage, les antidépresseurs, surtout les antidépresseurs tricycliques, celles de lithium, ou par sevrage, notamment avec les benzos ou les barbituriques. Il y a également des facteurs métaboliques comme l'hyponatrémie ou l'hypocalcémie qui sont particulièrement épileptogènes. Donc, plusieurs facteurs, des facteurs génétiques, des facteurs acquis, tous ces facteurs donc peuvent être à l'origine de la maladie. Madame. Alors, les facteurs favorisants, ils sont connus pour favoriser donc des crises chez des sujets qui présentent une certaine susceptibilité individuelle, telle que l'hyperventilation. Alors, l'hyperventilation, c'est soit un signe ou plutôt une conséquence. Ça peut être la conséquence donc d'une infection pulmonaire, de l'anxiété, du stress. Donc, elle peut provoquer des crises d'absence, le manque du sommeil, les stimuli donc sensoriels et le stress émotionnel. Également, il peut initier une crise. Les changements hormonaux au cours donc d'un cycle menstruel, la puberté ou la grossesse, également, ils peuvent favoriser une crise. Toutefois, 50 à 70% des épilepsies, on ne connaît pas la cause. Donc, c'est ce qu'on appelle des épilepsies idiopathiques ou essentielles. Donc, la cause, elle n'est pas connue. Et il n'existe aucun signe lésionnel au niveau du cerveau, seulement des anomalies au niveau de l'électroencéphalogramme. Donc, 70%. Madame, Oui. معناها imprégnation chronique. Imprégnation chronique, tu prends qui fait une imprégnation, tu prends le médicament de façon chronique. Le cerveau, il est habitué à ce médicament d'une façon chronique. Est-ce que je me suis fait comprendre? Non? Oui, c'est bon, merci, madame. Voilà. Juste, tu prends le médicament de façon chronique pendant un certain temps. Une semaine, voilà, un mois, voilà, 3 mois. Il peut s'agir d'années. Donc, Merci. les facteurs favorisants, on a l'hyperventilation, le manque de sommeil, les changements hormonaux, on a les 50 à 70% des épilepsies dont on ne connaît pas la cause et on parle alors d'épilepsie idiopathique ou essentielle. Donc, pas de lésions au niveau du cerveau, seulement des anomalies au niveau de l'électroencéphalogramme. Alors, on passe maintenant aux médicaments anti-épileptiques. De 1910 à 1960, on avait 4 médicaments. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle l'ancienne génération. On a le phenobarbital, la phénétoïne, la carbamazépine et le valproate de sodium. Puis, depuis les années 90, plus d'une dizaine de molécules ont vu le jour. Donc, ce sont des médicaments qui sont capables de diminuer ou de supprimer la fréquence et la sévérité des crises d'épilepsie chez l'homme. Donc, l'objectif, au final, l'objectif d'un traitement anti-épileptique, c'est de diminuer et de supprimer la fréquence et la sévérité des crises. Au final, on ne guérit pas complètement de l'épilepsie. D'accord? Ce sont des molécules donc, qui sont très hétérogènes. On a 2 classifications. La première, c'est selon le mécanisme d'action. On a les antiépileptiques qui vont agir sur ionique voltage dépendant. Donc, ces antiépileptiques, ils vont bloquer soit les canaux sodiques,
soit les canaux calciques. On a également les antiépileptiques qui interfèrent avec la neurotransmission. Donc, ce sont des antiépileptiques qui vont agir soit sur le système GABAergique, qui est le système inhibiteur. Ils sont soit des agonistes, donc du récepteur GABA-A, soit ils vont agir sur le métabolisme. On va avoir, ce sont des médicaments qui vont inhiber soit la recapture, donc soit la GABA transaminase. Donc, ils vont en quelque sorte augmenter le temps de présence du GABA dans la fente synaptique. Soit ce sont des médicaments qui vont agir sur le système glutamatergique, qui est un système excitateur. Dans ce cas, ils vont inhiber la libération du glutamate ou bien bloquer les récepteurs de l'acide glutamique. C'est clair? Donc, deux modes d'action, soit sur les canaux ioniques voltage dépendants, canaux calciques et canaux sodiques, soit sur la neurotransmission. Et là, on va avoir soit ce sont des antiépileptiques qui vont agir sur le système du GABA ou sur le système du glutamate. Madame, Oui? Madame Marnier, en fin de compte, les médicaments antiépileptiques, ce sont des médicaments de crise. Ma famille, c'est un traitement de fond. C'est un traitement de crise qui va être administré de façon chronique. Exactement. L'objectif MTO, il diminue donc la sévérité. Il y a des crises qui sont très sévères ou il y a des crises laides. Donc, il diminue la sévérité et le nombre de crises. C'est l'objectif MTO. Un patient qui fait, ça dépend du patient, de l'âge et de la clinique. Un patient, il peut faire 1 ou 2 crises par an et il est très bien. Et le médecin, il est très content du traitement. D'accord? Donc, l'objectif, c'est de diminuer la sévérité et le nombre de crises. On peut ne pas faire de crise, mais ce n'est pas évident. Donc, vraiment, on ne guérit pas de l'épilepsie. Donc, c'est un traitement à vie, tout en sachant qu'il y a des facteurs qui favorisent. Donc, les crises notamment, même le stress, il favorise la crise. Donc, imaginez un peu, les patients, ils sont susceptibles أكثر من عباد أخرين معناتها عبد نورمال عادي ما عندوش il peut développer une crise معناتها un patient épileptique l'objectif c'est que on réduit le nombre et la sévérité des crises épileptiques au moins تكون عنده une vie normale. D'accord? Madame, Oui. وعلاش on ne guérit pas l'épilepsie faute نتاع efficacité نتاع الميديكامون ولا حاجة أخرى؟ Voilà, l'efficacité نتاع الميديكامون entre autres, la complexité نتاع les crises. Le cerveau, au jour d'aujourd'hui, ça reste quelque chose de très complexe. Le fait, c'est un équilibre entre un système inhibiteur et un système excitateur. Garder l'équilibre, ce n'est pas quelque chose d'évident. Vraiment, c'est très complexe. En plus, les antiépileptiques, ils présentent beaucoup d'effets indésirables, on va les voir. Donc, comme un rapport bénéfice-risque. Dans le choix du traitement, le médecin, il tolère, voilà, il accepte le fait que son patient fasse une crise par an, par exemple, avec un traitement X, que de lui donner un traitement Y, et il risque d'avoir, par exemple, tout en sachant le Y, je me connais plus efficace, mais le patient, il a développé plus d'effets indésirables sous Y que sous X. Donc, un rapport bénéfice-risque à évaluer par le clinicien. Voilà. D'accord, merci. Okay. Donc, la deuxième classification, c'est une classification chronologique. On parle d'anciennes molécules, les antiépileptiques majeurs, efficaces en monothérapie, tels que le phénobarbital, la phénétoïne, la carbamazépine et le valproate de sodium. Et puis, il y a les antiépileptiques mineurs, les benzos, les tosuccimides, la corticoïde, primidone, c'est surtout chez l'enfant. Donc, les antiépileptiques mineurs, généralement en association, pratiquement jamais seuls. Voilà. Et puis, les antiépileptiques de nouvelle génération, ils sont obtenus par une modification des structures chimiques déjà des anciennes molécules, comme l'oxcarbazépine ou la phosphénétoïne.
il y a les molécules qui sont issues donc d'une connaissance plus approfondie des systèmes GABAergiques, comme le vigabatrin, la gabapentin, le thiagabine, et du système glutamatergique, il y a la lamotrigine et le topiramate. Donc, au final, on a des antiépileptiques d'ancienne génération et de nouvelle génération, quoique la classification actuelle, elle est purement chronologique, hein, en fonction de la date de la mise sur le marché. Actuellement, nous avons presque 4 générations d'antiépileptiques. La première génération, comme vous le voyez, la première molécule, le phénobarbital, il a été mis sur le marché en 1912. Donc, c'est une molécule qui est très ancienne. La deuxième génération, elle comprend la carbamazépine, le valproate de sodium en 1967. La troisième génération, le vigabatrin, la gabapentin, le phalbamate, la motrigine. Donc, déjà, la troisième génération, elle est en cours, mais vous allez voir que tout à l'heure, même les mécanismes d'action des antiépileptiques qui sont commercialisés depuis une dizaine d'années n'est pas bien établi. Pratiquement, c'est de la théorie. Et puis, la quatrième génération, elle a quand même vu le jour avec le levetiracetam 2001 et puis la prégabaline 2006, je pense. Voilà, et plusieurs molécules que je ne vais pas toutes les citer. Donc, c'est une classification purement chronologique, oui. Madame, qu'est-ce qu'on a gagné de génération en génération? Est-ce qu'on a minimisé les effets indésirables ou la charmana بالضبط? Oui, on va le voir tout à l'heure. Femme une diminution des effets indésirables. Les générations, ils ne sont pas des inducteurs enzymatiques, donc ils ne sont pas métabolisés par le cytochrome 2P4. Donc moins d'effets, moins d'interactions médicamenteuses, surtout en polythérapie. Une amélioration donc, dans ce sens-là. C'est surtout ça, l'amélioration. On va le voir tout à l'heure. D'accord. Voilà. Alors, le mécanisme d'action des antiépileptiques, donc la plupart, et surtout avec les anciennes molécules, comme je l'ai dit, ils sont mal connus. Sur le plan théorique, donc, il existe 2 impacts possibles, notamment la première, c'est l'action sur la neurotransmission. Donc, soit on va renforcer la neurotransmission inhibitrice du GABA, soit on va diminuer la neurotransmission excitatrice du glutamate. Le deuxième mécanisme est la stabilisation donc, de la membrane cellulaire à travers le blocage donc, des canaux sodiques au calcique voltage dépendant. Et donc, les grandes lignes. Donc, il agit sur la neurotransmission GABAergique, glutamatergique et sur la stabilisation de la membrane cellulaire à travers le blocage des canaux calciques et sodiques. Donc, on va commencer par les antiépileptiques bloquant les canaux ioniques voltage dépendant. Donc, en premier lieu, les bloqueurs des canaux sodiques. Alors, on sait que le flux sodique entrant il joue un rôle important dans la survenue et la fréquence des phénomènes de dépolarisation. Donc, les médicaments de cette catégorie, notamment la carbamazépine, la phénotoïne, l'oxcarbazépine, la phosphénétoïne, la lamotrigine et le topiramate, donc, ils agissent en bloquant les canaux sodiques à l'état fermé, diminuant ainsi le phénomène de dépolarisation neuronale. Donc, ces molécules agissent sur les canaux sodiques à l'état fermé, diminuant ainsi les phénomènes de dépolarisation neuronale. Donc, la conséquence, c'est une stabilisation donc, de la membrane cellulaire. Pour les médicaments qui agissent sur les canaux... Oui. Madame, شو نقصدوا les canaux à l'état fermé? معناتها شنو نقصدوا مالوغوزمون ما عنديش ان شيما باش نوريه لكم peut-être نولي نبعثه لكم بلو تار معناتها نورمالمون انت لي فينومين كيفاش يصيروا ما عادش كان تتذكروا الريسبتور تاع الجابا باغ اكزومبل جوست جو برون ليكزامبل هذاك خاطركم مريتوا الريسبتور هو سي ان ريسبتور ا كانو فوالا ا كانو كلور هكا ولا لا دونك هو شي يصير وقت الجابا il se fixe
sur le récepteur نتاعو باش تصير ouverture نتاع الكانال et entrée massive نتاع les ions chlore. بالنسبة للي médicaments هذوما il bloque les récepteurs à l'état fermé, c'est-à-dire ما تصيرش à l'ouverture. Donc ils n'agissent pas à la fréquence et la durée de l'ouverture نتاع les canaux. Ils agissent en bloquant les canaux à l'état fermé. ما نعرفش اسكو هكا نجمت فهمتني معناتها très bien. أيوة merci. Madame, les canaux à chlore, madame, ce sont les récepteurs de GABA. les récepteurs نتاع الجابا اي لأنا جوست عطيتها l'exemple نتاع الريسبتور هذاك خاطر ريتو في الكور لو شيما نتاع الريسبتور جابا وريتو معناتها الكانال كلور كيفاش يتعدى حبيت نفسر لها جوست اللي ما تصيرش اوفرتور معناتها les médicaments هذوما n'agissent pas à l'ouverture نتاع الكانال ni à la fréquence ni à la durée ils bloquent le canal à l'état fermé. هذا شنو حبيت نفسر لها المعلومه اترافير الريسبتور هذيك خاطر جوست هي رات ليماج نتاعو سي تو. مادام معناها مش كيما لي بنزودازيبين ولا لي باربيتوريك كي agissent que ce soit à durée d'action ولا على fréquence d'ouverture. Exactement, c'est pas la même chose. هذوما ils bloquent les canaux à l'état fermé. معناتها ils n'agissent pas ni sur la durée ni sur la fréquence. معناتها الكانال اصلا ما يوصلش يتحل. D'accord. Ben. Alors, l'éthosuccimide, maintenant, il bloque les canaux calciques. Donc, le calcium, on sait tous que le calcium a un rôle essentiel pour le contrôle de l'excitabilité et des fonctions neuronales. Bon, il semblerait que les canaux calciques de type T, ils sont les plus impliqués dans la genèse des épilepsies. Bon, probablement qu'il y a d'autres canaux calciques qui sont impliqués, mais ceux qui ont été décrits dans la littérature, les canaux calciques de type T. Donc, l'éthosuccimide, il agit en bloquant les canaux calciques hedoma. D'accord? Donc, les antiépileptiques bloquant les canaux ioniques voltage dépendants agissent à les canaux sodiques et les canaux calciques. D'accord? Maintenant, on va voir les antiépileptiques qui interfèrent avec la neurotransmission. Donc, on va commencer par ceux qui agissent sur le système GABAergique. Donc, les benzos, comme on l'a déjà vu, et les barbituriques se fixent sur le récepteur canal, sur un site spécifique, bien évidemment. Ils entraînent donc une potentialisation du flux chlore entrant. Donc, il y a une hyperpolarisation des cellules neuronales. L'action de ces molécules, elle n'est possible qu'en présence du GABA sur son site. في الcours نتاع les benzos, le GABA il se fixe sur son récepteur. Les benzos, elles ont un site au niveau les récepteurs du GABA, les barbituriques également. Donc, ces molécules agissent lorsque le GABA se fixe sur son site. D'accord? Donc, quelque part, c'est une condition pour l'action de ces molécules. علاش تو نحكي في الحكايه هذه على خاطر le progabit par exemple et surtout son métabolite actif, il se fixe directement sur le site du GABA. Donc, la molécule هذه progabit, il agit au niveau du site GABA. مش كيما les barbituriques et les benzos, il y a un autre site de fixation autre que le site du GABA et pour pouvoir agir, elles ont besoin est-ce que le GABA se fixe sur son site. Le progabit, justement, il avait énormément d'effets indésirables, il a été retiré du marché. Juste un titre comme chez Dafibel Combi. Donc, le progabit, il agit directement sur le site du GABA. D'accord? D'autres molécules agissent sur le métabolisme. Qui fait en inhibant la GABA transaminase, l'enzyme qui est responsable de la dégradation du GABA, donc allonge le temps de présence du GABA dans la fente synaptique. Et puis, il y a la thiagabine également, elle agit en bloquant la recapture présynaptique du GABA. Donc,
soit on agit sur la neurotransmission, donc sur le récepteur, soit on agit sur le métabolisme. Donc, en inhibant la GABA transaminase et la recapture présynaptique de GABA. Oui. Madame, pour le valproate de sodium, quand on s'amplifie comme anti-épileptique, يكون madame في trouble de l'humeur معناها في البيبولارité. Trouble bipolaire également. Voilà, il fait le même principe معناها. Le même principe. Kiff kiff. La même chose. D'accord. Merci. Alors, pour les molécules donc maintenant qui agissent sur le système glutamatergique, il y aura un système excitateur. Donc, ces molécules-là, ils ont tendance à bloquer ce système-là. Par exemple, la lamotrigine, elle bloque les canaux sodiques en diminuant la libération du glutamate. Le topiramate et le felbamate bloquent les récepteurs de l'acide glutamique. Donc, les molécules qui agissent sur le système glutamatergique soit inhibent la libération à travers le blocage des canaux sodiques, soit bloquent des récepteurs pour que le glutamate, justement, ne peut pas se fixer sur son récepteur et ne peut m'attirer donc la transmission glutamatergique. D'accord? Donc, les antiépileptiques qui interfèrent avec la neurotransmission, on a la neurotransmission GABAergique et la neurotransmission glutamatergique. Pour la neurotransmission GABAergique, soit on agit sur le récepteur GABA postsynaptique, soit sur le métabolisme donc du GABA, en inhibant la GABA transaminase ou en bloquant la recapture présynaptique du GABA. Pour le système glutamatergique, soit on inhibe la libération du glutamate, soit on bloque le récepteur. D'accord? واضح الشيما? Ok. Oui, madame. Très bien. Bon, juste le schéma de récepteur du GABA, on l'a vu. Donc, dans le site des benzos, ce n'est pas la peine. Voilà. On va commencer maintenant par la pharmacologie. Ben. On commence par les antiépileptiques majeurs. Quand on dit antiépileptiques majeurs, donc ce sont des antiépileptiques qui sont efficaces en monothérapie. Le phénobarbital, son mécanisme principal agit comme étant un agoniste donc du récepteur GABA-A. Il augmente le temps d'ouverture donc du canal chlore de ce récepteur, d'où l'hyperpolarisation donc des cellules neuronales. Autre mécanisme, c'est un mécanisme secondaire. Il libère également la libération du glutamate et inactive les canaux sodiques voltage dépendants. Donc, sachez, une molécule peut avoir plusieurs mécanismes d'action. Mais le mécanisme d'action principal, c'est sur le récepteur GABA-A. Mais également, il agit à la libération du glutamate et il inactive les canaux sodiques voltage dépendants. Pour le valproate de sodium, il augmente donc la concentration du GABA cérébral par inhibition donc de l'enzyme. Il y a la GABA transaminase, c'est l'enzyme qui est responsable de la dégradation du GABA. Donc, il augmente le temps de présence du GABA dans la fente synaptique. Un mécanisme d'action secondaire, il inactive également les canaux sodiques. D'accord? La carbamazépine bloque les canaux sodiques voltage dépendants à l'état fermé, donc prolonge l'inactivation de ces canaux, d'où une diminution de la dépolarisation neuronale qui se traduit bien évidemment par une diminution de l'excitabilité neuronale et de la libération des acides aminés excitateurs, notamment le glutamate. Voilà. Donc, comme vous le voyez, vraiment, une molécule peut agir à plusieurs niveaux. La phénytoïne, c'est le même mécanisme que la carbamazépine, donc elle bloque les canaux sodiques voltage dépendants et secondairement, elle inhibe la libération du glutamate. Madame, je n'ai pas compris la différence entre la motrigine et la carbamazépine, le mécanisme d'action. Il me semble un homme kiff.
كيف لا كيف. Bon, c'est juste que oui, محطوطة les autres mécanismes inhibent la libération du glutamate. C'est le même mécanisme. La phénytoïne et la carbamazépine agissent de la même façon. Les deux bloquent les canaux sodiques voltage dépendants à l'état fermé. Donc, il y a une diminution de l'excitabilité neuronale et la libération des acides aminés excitateurs. D'accord? Ou la phénytoïne, c'est la même chose. Ou inhibe la libération du glutamate, qui est un acide aminé excitateur. Donc, c'est le même mécanisme d'action. C'est la même chose. Donc, les propriétés maintenant. Alors, le phenobarbital, l'action principale utilisée donc en thérapeutique, c'est l'action anti-épileptique, donc anticonvulsivante. Donc, à dose moyenne, le phenobarbital, il diminue l'activité du foyer épileptogène, réduit la propagation des décharges et retarde l'installation d'un foyer secondaire, surtout dans les crises partielles, mais il évolue vers une crise généralisée. Alors, autre propriété, à dose faible, il est sédatif et à forte dose, il est hypnotique. D'accord? L'acide valproïque, donc la propriété principale, c'est l'action anticonvulsivante. Mais on sait qu'en plus, il est indiqué dans les troubles bipolaires, mais l'effet donc, sur les décharges, il est inconnu. Donc, l'acide valproïque a une action anticonvulsivante. Pour la carbamazépine, elle est également anticonvulsivante, réduit la propagation donc, des décharges, sans agir ni sur le foyer primaire ni sur le foyer secondaire. C'est tout un autre mécanisme. Elle est en plus antalgique. La phénytoïne, anticonvulsivante et en plus antalgique et anti-arythmique. Donc, il faut retenir les propriétés pharmacologiques des principaux antiépileptiques majeurs. C'est facile. Donc, le phenobarbital, il est anticonvulsivant, sédatif et hypnotique, dose dépendant. Le valproate, il est anticonvulsivant. La carbamazépine et la phénytoïne, elles sont anticonvulsivantes et antalgiques et anti-arythmiques en plus pour la phénytoïne. D'accord? Alors, la pharmacocinétique. Madame, برك معناتها sans agir ni sur le foyer primaire ni sur le foyer secondaire. Ben, je معناتها معناتها كيفاش معناتها par exemple dans le cadre d'une crise partielle. Normalement, on fait une crise partielle, on a un foyer primaire. Le foyer primaire avec il peut devenir secondairement un foyer secondaire où il se développe ou la crise partielle, une crise généralisée. Le carbamazépine, comme on l'a vu, le mécanisme d'action, elle bloque les canaux sodiques voltage dépendants. معناتها ما عندهاش une action sur le récepteur GABA ou sur le métabolisme du GABA. Donc, معناتها, elle n'a pas tout à fait une action cérébrale, mais l'action elle fait que elle n'agit que sur les décharges. Elle n'a pas un effet sur le foyer primaire ni le foyer secondaire. Le phenobarbital, par exemple, le phenobarbital, une crise partielle, elle n'évolue pas vers une crise généralisée. Le carbamazépine, non. Madame, يعني الأخرى تعمل inhibition وهذه just sans excitation. Voilà. Voilà, elle diminue les décharges, mais l'évolution تنجم تصير. مش كيما الفينوباربيتال. Ok. D'accord. B. La pharmacocinétique maintenant. Comme vous le voyez, les antiépileptiques majeurs, en final, l'ancienne génération, ils sont inducteurs enzymatiques. Phenobarbital, la phénytoïne et la carbamazépine. Donc, le valproate de sodium et les inhibiteurs. Le seul. Donc, retenez que le phenobarbital, la phénytoïne, la carbamazépine, c'est des inducteurs enzymatiques. Donc, on va le voir tout à l'heure. Attention aux interactions médicamenteuses, surtout en association ou en polythérapie. Pour le phenobarbital, donc la résorption digestive, elle est plus variable, plutôt lente. Fixation sur les protéines plasmatiques d'ordre de 50%. La demi-vie, elle varie de 50 à 160, soit 60 heures.
Nombre de prises par jour, une chose qui est importante. On améliore généralement par les prises uniques, on améliore l'observance. L'état d'équilibre, il est atteint en 2 à 4 semaines. Les concentrations plasmatiques efficaces, 15 à 40 microgrammes par litre. Pour la phénotonie, également la résorption digestive, elle est variable, elle est lente et dose dépendante. Fixation protéine plasmatique, elle est très importante, de l'ordre de 90%. C'est également un inducteur enzymatique. La demi-vie de 20 à 60 heures. Nombre de prises 2 fois par jour. L'état d'équilibre, il est atteint après une dizaine de jours. La concentration plasmatique efficace, elle varie entre 10 et 20 microgrammes par litre. Alors que la concentration plasmatique efficace 10 à 20 microgrammes par millilitre, 10 microgrammes par millilitre il peut efficace chez un patient, ou chez un autre patient, il lui faut 20 microgrammes par millilitre. Donc, l'intervalle, c'est l'intervalle thérapeutique. Donc, la concentration plasmatique efficace, elle est de 10 à 20 microgrammes par millilitre. Pour la carbamazépine, oui. l'état d'équilibre شنو نقصدوا بيه معناها كي نوصلوا للبيت نتاعنا l'état d'équilibre معناتها انت كي توصل نحن pour les antiépileptiques on fait un dosage plasmatique normalement après 2 à 4 semaines on dose باش نشوفوا est-ce que l'état d'équilibre il est atteint ولا لا وقتها on est censé نبقاو une concentration plasmatique qui varie de 15 à 40 mg معناتها le patient ما يلزموش لا يكون لا sous لا surdosé. Donc, dans l'état d'équilibre, on cherche la concentration efficace, plasmatique efficace. Madame, Oui, Madame, après 40, c'est la toxicité, par exemple, le phéno. après 40, normalement, oui, c'est la toxicité, le surdosage. D'accord, merci. Normalement, on doit diminuer la dose. Voilà, est-ce que le patient a en automédication, il خلي que la concentration تطلع on fait un suivi au moins. D'accord? Donc, Madame, oui. Madame, par exemple, pour la phénytoïne, comment ça se fait que tu es en demi entre 20 et 60 heures, on a besoin de 2 prises par jour alors que باش يقعد برشا réellement معناتها الدواء. هو باش يقعد برشا mais عنده une fixation aux protéines plasmatiques elle est de 90%. Donc du coup la concentration معناتها libre تنجم تقول de phénytoïne dans le sang ماهيش برشا. Mais avec le phénobarbital, fixation protéique, elle est de 50%. اي Ou t'es en demi, elle est de 50 à 160 heures. مو زاد ça métabolisme من بعد. Ça dépend du métabolisme. هو الميتابوليزم المرحله نتاعهم الكل هيباتيك. Ça dépend du métabolisme ou ça dépend est-ce que هو عنده un métabolite actif ولا لا. Bon, معناتها je préfère معناتها ما نقولكمش حاجه مانيش سور منها مي لا دومي في هي صحيح انت يقول قايل نورمالمون انا او بو دو 160 heures j'ai pas encore éliminé انت كي تحسب 160 heures هو نهار 24 heures معناتها نورمالمون هذا على حساب هذا سي une prise par semaine عاد مش une prise par jour. Donc l'élimination راهي ما عندهاش ماهيش en rapport direct avec le nombre de prises. معناتها فما بقى beaucoup de phénomènes qui معناتها الميديكامون ينجم يكون هو مازال موجود في l'organisme mais ماهوش actif. علاش خاطر c'est un métabolite qui est inactif mais il est présent et le demi-vie d'élimination نتاعو elle est de 150 à 160 heures. انتوما comme vous 50 à 160 heures l'intervalle il est très large. حتى 20 à 60 il est large. D'accord? La carbamazépine, par exemple, la demi-vie est de 15 à 20 heures. Et pourtant, le nombre de prises, c'est 2 à 3 fois par jour. L'état d'équilibre, il est atteint en 3 à 4 jours. La marge thérapeutique, elle est plus étroite pour la carbamazépine. 4 à 10 microgrammes par millilitre. D'accord? Madame, ce tableau est à prendre. Oui. D'accord. Madame, Oui.
مادام ساعات نعملوا une association paracétamol phénobarbital ما شنو علاش نستعملوها cette association في les formes suppositoires surtout Association phénobarbital. paracétamol On associe le on a des formes suppo ferme phénobarbital ou le paracétamol. normalement oui مادام حسب ما نتفكر paracétamol ومع والله جا نقول لك phénobarbital. sincèrement نشوف ونقول لك ما نعرفش. je dois vérifier est-ce que l'association هي elle existe ولا لا ou est-ce que فما un intérêt thérapeutique derrière ولا لا ونقول لك هكا ما الحق هكا ما je sais pas معناتها l'association phénobarbital paracétamol ما نشوف ونقول لك pourquoi on associe le paras est-ce que réellement est-ce que ça existe cette association à ma connaissance لا ما نتفكرش avoir vu معناتها un médicament commercialisé فيه paracétamol ou phénobarbital. انت منين تعرف هالمعلومة هذه؟ مادام فما ميديكامون شفته في الأوفيسين سيبو فيه فينوباربيتال و Suppose فيبل دوز وفيه معاه باراسيتامول مدام dans les peut-être وقتها bon certainement في les hyperthermies راهو certainement في les hyperthermies certainement على les hyperthermies هنا oui مدام سألت فارماسيان على علاش سوبوزيتوار يحطوا فيه الباراسيتامول en fait c'est pour éviter une crise d'épilepsie plus fièvre d'augmentation de fièvre كيف الصغار يعطيوهم ان فاكسان ولا حاجه كي هكا اما قال لي سي با فوندي معناها 100% جوست يعملوها هكاك وبرا c'est pas fondé du tout hein ما خبيش عليك les vaccins توا bon انا je suis maman معناتها عملت les vaccins لولدي الحق ما فما quelques vaccins oui تعطي une dose نتاع paracétamol قبل pour diminuer par exemple la douleur voilà après معناتها pendant un jour ou deux éventuellement à douleur ou كان فما une fièvre généralement la fièvre elle ne dépasse pas les 38 معناتها degrés donc 38 degrés معناتها ما فماش علاش on associe حاجه كيما هكا اي فوالا دونك هي هذيك سي لا ريزون علاش موجود هذوكم لي peut-être زاد هما راهم بالحق les hyperthermies معناتها surtout chez l'enfant نخافوا وقت اللي تطلع les fièvres surtout supérieures à 40 نخافوا les crises épileptiques خاطر généralement تصير une atteinte معناتها au niveau du cerveau ونخافوا l'enfant معناتها يصير un handicap ولا تصير يصيروا حاجات هكايا مي لاسوسياسيون هكايا فرانشمون انا ما ريتهاش وما راهيش فوندي ما خبيش عليك les hyperthermies c'est des états d'urgence معناتها نورمالمون لا مامون تصغير على الurgence وهما يتصرفوا وجينيرالمون مش الفينوباربيتال راهو يعطيو الديازيبام في les hyperthermies c'est le diazépam et non le phénobarbital voilà merci madame merci Madame, comme association phénobarbital aspirine. زيادة Phénaspirine, le nom commercial. phénaspirine مازالت موجودة sur le marché ça a été retiré. Le phénaspirine, c'est une association de phénobarbital ou acide salicylique. Acide, شنو قلت لي؟ Acétyl salicylique. aspirine معناتها. في بالي, je suis pas sûre. هما des suppos, c'est ça زادا؟ مدام راهو نفس الحكايه كل اخر نفس الحكايه وحاجه اخرى وفي بالي سايتي روتيري وفي معناتها خاطر فما دي زيفي انديزيرابل ياسر خايبين عند الصغار وفي بالي ما سا نيكزيست بلو ما نعرفش اسكو مازالوا موجودين ولا لا ما الحق هذوما انا ما شفت انا سانسيرمون ما شفتهمش معناتها l'association paracétamol phénobarbital ou suppo هذايا الفيناسبيرين باغ كونطخ نسمع به وي اما الفينوباربيتال الباراسيتامول لا اما فيناسبيرين في بالي وي وفي بالي فريمون معناتها ما يتعطاش ان سيغتان مومون يتعطى ميم اون كونساي في الاوفيسين
اما فريمون معناتها في بالي عنده دي زيفي انديزيرابل ياسر خايبين وما نعرفش اسكو ça a été retiré ولا ça existe toujours معناتها je préfère pas me prononcer على حاجه اللي انا مانيش سير منها. داكوردو باهي كان تحبوا تنطبطوا نرجع لكم معلومات صحاح على الفيناسبيرين وعلى الاسوسياسيون الاخرى. اوكي ميرسي مدام. فوالا طب peut-être في التي دي ولا حاجه نعمل ان تروك على هذوما. داكوردو اوكي. On passe maintenant, retenez par contre le valproate de sodium هو le seul antiépileptique majeur, il n'est pas inducteur enzymatique. Pour les antiépileptiques mineurs, on a les benzodiazépines, donc généralement c'est en association. Donc les benzos qui ce sont des agonistes donc des récepteurs canal GABA-A, augmentent la fréquence d'ouverture donc du canal chlore. D'où une hyperpolarisation des cellules. Elles sont indiquées surtout dans l'état de mal épileptique, les convulsions fébriles du nourrisson, la crise d'absence petit mal en cas de résistance à d'autres antiépileptiques, en traitement prophylactique de courte durée et comme couverture lors d'un changement de traitement anticonvulsivant. Donc généralement, en association. D'accord. Les corticoïdes ont certaines indications pour les épilepsies graves et complexes chez l'enfant, quoique avec les nouvelles générations, ils sont abandonnés. Les taux succimides, c'est surtout dans le petit mal. Donc, comme vous le voyez, en fin de compte, l'arsenal thérapeutique, il est assez important. On a déjà 4 générations, une vingtaine de molécules, et pourtant, les antiépileptiques, tous, ils ne sont pas efficaces sur les types d'épilepsie. Par exemple, les benzos efficaces dans l'état de mal épileptique ou non efficaces, par exemple, dans les crises généralisées. L'étosuccimide, par exemple, a une indication pour le petit mal, ou le grand mal l'est. Il n'est pas efficace pour le grand mal. Donc, malgré l'arsenal de molécules, معناتها نجمو نلقاو روحنا devant des états de résistance au traitement ولا inefficacité ولا خاطر مش كلهم efficaces. Le seul اللي عنده un spectre large le valproate de sodium. C'est le seul antiépileptique اللي عنده un spectre large في l'épilepsie. الآخرين الكل c'est assez spécifique. Petit mal, grand mal, convulsion fébrile du nourrisson, voilà. D'accord? On va voir un peu plus tout à l'heure. Donc, les molécules donc, de nouvelle génération, elles sont obtenues par plusieurs approches, notamment un screening pharmacologique, des modifications de structure, par exemple pour l'oxcarbazépine, qui dérive de la carbazépine, le felbamate et la phénétoïne, de la phénétoïne. Également, une meilleure connaissance donc, de la physiopathologie de l'épilepsie. Et donc, c'est surtout pour ceux qui agissent à le métabolisme du GABA, felbamate, péramate, gabapontine et autres. Donc, dérive d'une connaissance approfondie de la physiopathologie de l'épilepsie, des mécanismes de transmission synaptique des acides aminés, inhibiteurs et excitateurs. Alors maintenant, on va voir les antiépileptiques de nouvelle génération. On commence par l'alamotrigine. Donc, il y a une action sur le sodium et le glutamate. Comment? Elle prolonge l'inactivation des canaux sodiques voltage dépendants, stabilise les membranes des neurones présynaptiques et inhibe la libération des acides aminés excitateurs. Donc, l'alamotrigine agit aussi bien à le glutamate que sur les canaux sodiques voltage dépendants. Donc, prolonge l'inactivation des canaux sodiques voltage dépendants, stabilise la membrane des neurones présynaptiques et inhibe la libération des acides aminés excitateurs. Le felbamate, il bloque les récepteurs glutamate. Le vigabatrin inhibe de façon irréversible la GABA transaminase, donc augmente la concentration du GABA au niveau de la fente synaptique. La thiagamine agit également sur
le GABA, elle inhibe la recapture du GABA en se fixant sur le transporteur GAT1. Bon. Donc, elle inhibe la recapture du GABA. Le progabine, la mahala retirée du marché, qui est un agoniste donc, du récepteur GABA-A, comme on l'a vu, il se fixe sur donc, le site du GABA au niveau du récepteur GABA-A. La gabapentine, qui est une molécule qui est apparentée au GABA par sa structure et son mode d'action. Elle diffère donc des autres antiépileptiques. Bon, malheureusement, elle n'est pas parfaitement connue, mais a priori, elle agirait sur les canaux calciques voltage dépendant. Voilà. La prégabaline, qui augmente la transmission GABAergique. Elle intervient également sur l'excitabilité des neurones au niveau des canaux calciques voltage dépendant en réduisant l'influx du calcium. Donc, la prégabaline a plusieurs indications, entre autres neuropathie ou les douleurs neuropathiques. Quoique actuellement, elle est sujette à un mésusage et un détournement, surtout chez les Algériens apparemment, comme un trafic مع البريغابالي. Elle est associée للكوكا وapparemment en association تولي حاجة يستعملوا فيها معناتها les toxicomanes. Donc هذه البريغابالين actuellement معناتها probablement باش تولي فيها procédure معينة. D'accord. Voilà. Les caractéristiques donc pharmacocinétiques, oui. Oui. Les molécules qui bloquent les canaux sodiques ou calciques, normalement, ils agissent par la transmission glutamatergique ou GABAergique, les deux, voilà. عاود لي ما سمعتكش بالكدا. Les molécules qui bloquent les canaux sodiques ou calciques présynaptiques, ils agissent par la transmission GABAergique ou glutamatergique, ils inhibent les deux transmissions normalement, voilà. Ceux qui agissent sur le canal calcique ou sodique, ils inhibent surtout agissent sur les acides aminés l'excitateur. على la transmission glutamatergique. Ceux qui agissent sur la transmission GABAergique, c'est soit au niveau donc du récepteur, soit libération de la recapture ou la libération de l'enzyme GABA transaminase, donc le métabolisme du GABA. Donc, madame, le neurone GABAergique, il des canaux Na+ ou calcium. Voilà. Forcément, bien sûr. Et il inhibe les deux. هو انت لوجيكمون تنجم تخمم هكاك اما سي با ايتابلي معناتها توا سكايتي ايتابلي اللي ceux qui agissent على les canaux calciques et sodiques c'est plutôt lié à la neurotransmission excitatrice glutamatergique. La neurotransmission inhibitrice GABAergique, non, c'est le récepteur, c'est l'enzyme, c'est la recapture du GABA. D'accord. Merci. Au final, on n'a pas intérêt à bloquer la libération du GABA. Il n'y a pas d'intérêt, mais il n'est pas sélectif. Madame Femme a dit Na+, donc normalement, il bloque les deux. فما certainement هو ديجا هاك علاش انت كي تشوف لي موليكول قبيله كي شفناهم تلقى عنده ان ميكانيزم داكسيون برينسيبال يا ميكانيزم داكسيون secondaire معناتها تلقاه هو par exemple c'est un agoniste معناتها du récepteur GABA et en même temps il inhibe les canaux sodiques ou inhibe la libération des acides aminés excitateurs. D'accord. Oui, شكون آخر عنده question? Madame, une question. Madame, lorsqu'on inhibe le GABA transaminase, le valproate, cette enzyme, elle métabolise en même temps le GABA ou elle permet la synthèse du glutamate, l'alpha-cétoglutarate. Lorsqu'on inhibe cette enzyme, on va bloquer le métabolisme du GABA, on va bloquer sa synthèse. Le GABA va la synthèse à partir du glutamate. شوف هي ceux qui inhibent la GABA transaminase نحن وقتاش تصير l'inhibition تاع الميتابوليزم du GABA
elle va inhiber la dégradation du GABA. Le GABA, une fois il est libéré dans la fonte synaptique, normalement, وقت باش تخرج الGABA transaminase وباش تصير dégradation تاع الGABA والrecapture et ce qui en suit. Les médicaments qui vont inhiber la GABA transaminase, donc ils vont limiter ou inhiber et retarder le métabolisme de GABA dans la fente synaptique. La présence du GABA dans la fente synaptique, le GABA il va agir plus lentement, plus longtemps. Est-ce que vous avez Oui, merci. Oui, très bien. Donc, en fin de compte, la dégradation de GABA peut se faire dans la fente synaptique. L'inhibition de la GABA transaminase augmente le temps de présence du GABA dans la fente synaptique. Donc, l'action ou la présence du GABA, donc, elle va durer plus longtemps. Donc, l'effet inhibiteur, il va augmenter quel que soit. Et dès qu'il y a une dégradation de GABA. D'accord? Mais, alors, les caractéristiques maintenant pharmacocinétiques des antiépileptiques de nouvelle génération. Alors, si on compare donc l'avantage de la nouvelle génération par rapport aux anciennes générations, la majorité des antiépileptiques, ils ne sont pas des inducteurs enzymatiques. Donc, ils ont un avantage majeur en polythérapie. D'accord? Donc, on va le voir maintenant. Donc, l'oxcarbazépine, par exemple, la biodisponibilité déjà, elle est importante à 96%, fixation protéique à 40%. Elle n'est pas inducteur enzymatique, donc pas d'interaction. La gabapentin, zéro fixation protéique. Elle n'est pas inducteur enzymatique, donc pas d'interaction. Le vigabatrin, kiff, pas de fixation protéique, une biodisponibilité qui varie de 60 à 80%, qui est déjà très bien. Donc, il n'est pas inducteur enzymatique. Par contre, en association donc, avec la phénytoïne, comme une diminution possible donc, du taux plasmatique de la phénytoïne, quoique l'association est très rare, l'association de la phénytoïne et du vigabatrin. Le felbamate, c'est un inhibiteur. Biodisponibilité MTO est supérieure à 90%. Donc, attention qu'il y ait en association avec les antiépileptiques donc majeurs, il va augmenter les taux plasmatiques de la phénytoïne, du valproate et de la carbamazépine. Donc, il faut faire attention. Peut-être on diminue la posologie, on a un suivi thérapeutique par le dosage. La lamotrigine, kiff, ce n'est pas un inducteur enzymatique. Elle est biodisponible à 98%, un taux très important. En association avec le valproate, qui est une inhibition donc, de son métabolisme, le valproate, il est inhibiteur. Généralement, quand on l'associe au valproate, on diminue de moitié sa posologie. La prégabaline, biodisponible à 90% et n'est pas inducteur enzymatique. Donc, comme vous le voyez, le plus, voilà, ce qu'on a gagné avec la nouvelle génération, c'est une diminution notable donc, des interactions médicamenteuses, surtout étant ne sont pas des inducteurs enzymatiques. Donc, il y a des associations qui sont possibles sous, bien sûr, un suivi thérapeutique particulier. Madame? Oui. Madame, je crois que les antiépileptiques de première génération sont administrés en monothérapie. Comment on les administre, ceux de nouvelle génération? Ils sont efficaces en monothérapie. Comme à des patients, on est obligé de passer à la bithérapie. Par exemple, malgré qu'il prend, je dis n'importe quoi, du valproate de sodium, il n'est pas équilibré. Ou il fait quand même 2 à 3 ou à 4 crises par an. Ou il fait des crises qui sont assez sévères. Donc, le médecin,
il associe par exemple la motrigine, c'est une association qui est possible, où il y a une dose أقل dans la motrigine, étant donné que le valproate il est inhibiteur. Donc, on parle de résistance thérapeutique, malgré l'arsenal thérapeutique, malgré l'association, des patients, malgré tout, échappent au traitement épileptique. Malgré le avec qui ça ne marche pas. D'accord. هما قلنا anti-épileptique majeur efficace en monothérapie. Après, il des cas particuliers. Comme des patients qui échappent à la bithérapie ou même en association. Déjà, pour définir une résistance thérapeutique avec les anti-épileptiques, ce sont des patients qui prennent 2 antiépileptiques et qui quand même font des crises assez sévères, voilà, font des crises fréquentes. وقتها نحكيو على résistance thérapeutique. D'accord. Comme d'autres alternatives اللي هي la chirurgie voilà on va le voir tout à l'heure. On a diapo l'autre pour parler de tout ça. Madame, Oui. Madame, une nouvelle génération, ils sont efficaces en monothérapie. والله oui. Généralement, quand on commence le traitement avec une monothérapie ou une chauffe-eau. Généralement, ils sont efficaces. Oui, chez certains patients, ils sont efficaces en monothérapie. Comme à des patients où ils sont équilibrés, oui, ça se passe très bien en monothérapie. On peut les donner en monothérapie, oui. Une indication en monothérapie. D'accord. Mais, alors, les principaux médicaments antiépileptiques, les antiépileptiques majeurs et mineurs, j'ai mis, vous avez les molécules, les spécialités et les posologies, donc enfants et adultes, c'est pour vous, donc je passe. Le critère de choix maintenant. Le but du traitement antiépileptique, c'est de contrôler et au moins de réduire la fréquence des crises afin de permettre aux patients de mener une vie normale. Donc, en fin de compte, l'intérêt du traitement, c'est de contrôler, c'est de réduire le nombre et la sévérité des crises. L'idéal, bien évidemment, c'est de les réduire à 0. C'est assez difficile. C'est très rare. Mais le but vraiment du traitement, c'est de réduire le nombre et la sévérité des crises. Toutefois, étant donné que tous les antiépileptiques présentent des effets indésirables et que la thérapeutique, donc, elle est étalée sur plusieurs années, voire à vie, généralement c'est à vie, il est nécessaire, donc, dans certains cas, on sacrifie l'efficacité du traitement afin de réduire les effets indésirables. معناتها كما قلت لكم قبيله فما une balance bénéfice-risque pour les antiépileptiques. ساعات معناتها on privilégie la tolérance et l'observance à l'efficacité du traitement. On tolère que le patient fasse 1 ou 2 crises par an, des petites crises معناتها خير ما يكون sous un autre traitement éventuellement meilleur, plus efficace, avec plus d'effets indésirables. Donc, l'observance au final. D'accord. Si un traitement initial ne permet pas de contrôler les crises, un autre médicament de deuxième intention pourra être prescrit. La monothérapie, c'est la règle en première intention. Mahma tkoun la génération, surtout avec la nouvelle génération, voilà, les antiépileptiques majeurs, donc de l'ancienne génération, la règle, c'est la monothérapie. On donne en monothérapie et on chauffe. Donc, il est recommandé, bien évidemment, de commencer avec des doses faibles, de les augmenter de façon progressive par palier, bien évidemment. Les paliers, c'est de 7 à 10 jours, jusqu'à la dose minimale efficace. ما عرفتش كان تذكروا قبيله شفنا التابلو اللي فيه وقتاش l'état d'équilibre il est atteint وقتها on dose وقتها on chauffe on augmente والا on diminue
pour équilibrer le patient et utiliser vraiment la dose minimale efficace. باش تقعد عنده الكلينيسيان une marge de manœuvre. خاطر des fois, après معناتها des années, نستحقوا pour augmenter les doses, voilà changer de traitement, voilà associer à notre antiépileptique. Donc, on commence en monothérapie et l'objectif, c'est d'atteindre la dose minimale efficace tolérée. OK. Donc, dans les crises généralisées, c'est surtout l'acide valproïque et la lamotrigine qui sont indiqués en première intention. Dans les crises partielles avec ou sans crise secondairement, donc généralisée, la dépakine également, l'acide valproïque, c'est vraiment l'antiépileptique. Il y a un spectre large, l'épilepsie. La carbamazépine, la lamotrigine, l'oxcarbazépine, la gabapentine en première intention. Dans les absences, le petit mal, c'est surtout l'éthosuximide, qui est le seul actif pour le moment à l'optimal, donc utilisable en deuxième intention, en monothérapie après échec du valproate. En cas d'inefficacité ou d'intolérance, on peut donc soit changer de monothérapie ou mettre en place une bithérapie. Donc, on privilégie en général la monothérapie. Donc, quand un traitement n'est pas efficace, soit on change, soit on met en place une bithérapie. D'accord? C'est une maladie qui est chronique où généralement les traitements évoluent avec le temps. Donc, les critères de choix, la bithérapie, généralement, c'est l'association d'acide valproïque lamotrigine qui est utile donc, dans les crises généralisées, exige donc, des modalités de prescription spécifiques. L'acide valproïque est un inhibiteur. Généralement, on diminue de moitié la dose, la posologie de la lamotrigine. Le topiramate, la thiagabine, la vigabatrin et le lévétiracétam peuvent être associés aux molécules de première intention dans les épilepsies partielles. Le topiramate et le lévétiracétam sont également efficaces pour les syndromes généralisés. Dans l'état de mal épileptique, alors le traitement de l'état de mal épileptique, c'est une urgence. Généralement, c'est une urgence. Donc, les médicaments ils sont administrés en IV. Combinaison d'une benzo, les diazépam, par IV lente, et de la phénétoïne en perfusion lente également. Si l'état de mal épileptique est fait suite à un syndrome de sevrage, par exemple, trop rapide, il est possible donc d'injecter le médicament sevré. Voilà, donc juste c'est un état d'urgence où le médicament, la voie utilisée, c'est la voie IV. On privilégie bien évidemment la voie intraveineuse. Alors, les règles générales. Les règles générales d'un traitement antiépileptique. Bien évidemment, n'entreprendre un traitement qu'après certitude de diagnostic. Qui qu'on a une crise épileptique ne définit pas l'épilepsie. C'est un syndrome et non pas une maladie. Donc déjà, pour dire que, voilà, pour diagnostiquer l'épilepsie, il faut un électroencéphalogramme, il faut le nombre donc, de crises par an. Il faut chercher avant de définir la maladie. Respecter certaines règles de vie afin de stabiliser justement les crises. Par exemple, proscrire la consommation d'alcool, s'assurer d'une durée de sommeil suffisante, éviter le surmenage et le stress, éviter toute cause d'hyperthermie. On commence par une monothérapie progressive, éventuellement passer à une polythérapie si les crises persistent. Donc, surveillance du traitement clinique et biologique, puisqu'on fait le dosage. Arrêt du traitement de façon progressive, l'arrêt brusque, il peut entraîner un état de mal épileptique. Mais généralement, ce sont des traitements à vie. Psychothérapie de soutien, bien évidemment, ce n'est pas évident pour les patients et essentiellement pour les enfants. Elle lui permet au moins de mener une vie normale, d'éviter tout ce qui est mesures
Il faut également éviter les mesures d'exclusion, privilégier les sports collectifs, par exemple. Alors, des indications particulières, notamment chez la femme jeune, avec des désirs donc, de contraception. Pour les crises généralisées, c'est plutôt la lamotrigine, le lévétiracétam et l'acide valproïque. Pour l'épilepsie partielle, c'est la lamotrigine, le lévétiracétam et la gabapentin. Femmes avec désir de grossesse, monothérapie avec adaptation donc, de la molécule en fonction du syndrome. Éviter l'acide valproïque. On va parler un peu de l'acide valproïque et du scandale actuel. Chez les enfants, alors, chez les enfants, avec le syndrome de West, c'est la vigabatrin. Alors, le syndrome de West, il est également appelé spasme infantile. Et mes souvenirs sont bons. Donc, c'est une forme rare de l'épilepsie chez l'enfant. Donc, enfin, chez l'enfant, chez le nourrisson. Elle commence donc à un âge très bas. Donc, elle s'accompagne d'un ralentissement psychomoteur, bien évidemment, et du développement neurologique. Le syndrome de Dravet, plutôt le topiramate. Donc, kif, c'est une épilepsie grave de l'enfant d'origine génétique. De même, elle entraîne un retard de développement du langage, du comportement. Le syndrome de Lennox-Gastaut, on donne le felbamate. C'est également une épilepsie de l'enfant. C'est une encéphalopathie épileptique sévère de l'enfant. Et donc, ce sont des maladies généralement génétiques et orphelines. Donc, diagnostiquées en très bas âge et qui sont responsables malheureusement d'un retard de développement psychomoteur grave chez l'enfant. Voilà, et donc on a juste des molécules donc, avec indication spécifique. Les effets indésirables maintenant, certains sont communs, d'autres sont spécifiques. On va commencer par les antiépileptiques donc majeurs. Donc, par exemple, le phénobarbital, les effets indésirables sont trop, somnolence, confusion mentale, sédation chez l'adulte et une irritabilité et une hyperactivité chez l'enfant. Digestif, nausées et vomissements. Également hématologique, une anémie mégaloblastique, surtout en cas de carence en acide folique. Cutané urticaire. Autre effet indésirable, donc c'est le rhumatisme gardénique. Alors c'est un effet indésirable qui est connu du phénobarbital. Je me trouve un rhumatisme. C'est une douleur et une raideur. Donc des articulations, c'est très caractéristique parce que ça touche surtout l'épaule et la main. Donc rhumatisme gardénique et carence en vitamine D. Pour la phénotonie, troubles visuels, ataxie, troubles digestifs, hypertrophie gingivale. Je crois que j'ai une photo. Voilà, l'hypertrophie gingivale sous phénotonie. De même, c'est très caractéristique. On voit très bien l'hypertrophie donc, de la gencive. Hépatique rare, mais des cas d'hépatite, tout de même, ils ont été décrits. Hématologique, thrombopénie, leucopénie, voire une agranulocytose. Une anémie mégaloblastique également. Cutanée, urticaire, hirsutisme. Autre, un syndrome lupique. La carbamazépine, l'effet indésirable sont la sédation, le trouble visuel, la diplopie, l'ataxie, la vertige et la somnolence. La diplopie, c'est la vision double d'un objet unique. Le patient, quand il regarde un objet, il le voit en double. C'est la diplopie. Alors, hépatite cholestatique,
insuffisance rénale. Donc, les effets indésirables en rouge, ils sont caractéristiques des molécules en question. Hématologique, agranulocytose et aplasie médulaire et autres, insuffisance cardiaque ou retention hydrique. Pour le valproate de sodium, également des effets centraux, notamment l'insomnie, l'asthénie, la céphalée, digestif, nausées, vomissements, insuffisance hépatique sévère, hématologique, thrombopénie et autres. Ça peut être une pancréatite et une prise de poids. Alors, la prise de poids, elle est très importante. Hein. C'est une vingtaine de kilos après un traitement de quelques mois avec le valproate de sodium. D'accord. Et on a donc les effets indésirables des antiépileptiques majeurs. Alors, pour ceux de la nouvelle génération, donc, kiff, donc des effets centraux, digestifs, hépatiques et hématologiques. Alors, moins d'effets indésirables tout de même, ils sont mieux tolérés. Avec la lamotrigine, c'est surtout une somnolence, un vertige, une diplopie, parfois une agressivité. Digestif, c'est nausées et vomissements. Avec le felbamate, insomnie, vertige, ataxie et céphalée. Digestif, kiff, donc nausées. Ici, par contre, c'est une perte de poids. Hépatite, bon, l'hépatite mortelle, le felbamate, alors, il faut faire attention. Donc, il y a un suivi donc, des enzymes hépatiques au cours d'un traitement avec le felbamate. Donc, un risque d'hépatite quand même mortelle. Hématologique, notamment l'aplasie médulaire. Alors, le vigabatrin, c'est surtout somnolence, vertige, hallucination et diplopie. Il y a quand même une prise de poids. Avec la gabapentin, c'est somnolence, vertige, céphalée et convulsions. Également nausées, vomissements et prise de poids. La thiagabine, c'est surtout des effets indésirables centraux. Somnolence, vertige, diplopie et céphalée. Le topiramate, donc fatigue, somnolence, troubles du langage, dépression et ataxie. Ils ont un effet anorexigène, donc il y a une perte de poids sur le topiramate. Et puis avec la prégabaline, somnolence, vertige et puis prise de poids. Donc, comme vous le voyez, quand même, il y a moins d'effets indésirables. Ils seront plutôt mieux tolérés, sauf avec le felbamate et avec l'hépatite mortelle. Donc, un suivi régulier des enzymes hépatiques des patients sous felbamate. Voilà. Madame, oui. l'association entre les anti-épileptiques de première génération et ceux de nouvelle génération permet de minimiser les effets. Permet de minimiser les effets indésirables. ليش تحب تقولي؟ نجم تعاودي la question ما سمعتكش بالكدا. قلت لك l'association des deux épileptiques de première génération et de deuxième génération, ça permet de réduire les effets indésirables de ceux de première génération? Non, l'intérêt de l'association, c'est pas de réduire les effets indésirables. L'association, c'est surtout pour les patients qui sont pas équilibrés, voilà, qui continuent, voilà, dont la monothérapie n'est pas efficace. On n'utilise jamais la bithérapie pour diminuer un effet indésirable. Non, pas du tout. C'est juste pour l'efficacité du traitement. C'est des patients qui échappent à la monothérapie, donc d'où la bithérapie, mais ça ne réduit en aucun cas les effets indésirables des premières générations. L'axe, quand on est en bithérapie, le maniement des médicaments il est plus délicat, surtout que la première génération, c'est des inducteurs enzymatiques, donc il faut faire attention aux associations, aux médicaments qu'on associe, il faut diminuer les doses. Non. C'est pas la bithérapie n'a jamais été une indication pour diminuer les effets indésirables des antibiotiques de première génération, pas du tout. D'accord? D'accord, merci. Alors, les principales contre-indications, alors pour le phénobarbital, c'est l'insuffisance respiratoire sévère, c'est l'hypersensibilité aux produits, c'est la porphyrie. Alors, porphyrie, c'est une maladie métabolique. Donc, elle est due à un déficit enzymatique dans la biosynthèse de l'hème.
Donc, une accumulation de l'hème, c'est la porphyrie. Donc, pour les patients qui ont la maladie, le phénobarbital est contre-indiqué. La phénytoïne, hypersensibilité aux produits. La carbamazépine, bien évidemment, le bloc orochilo-ventriculaire, des antécédents d'hypoplasie médulaire et l'hypersensibilité aux produits. Pour le valproate de sodium, contre-indication absolue en cas d'hépatite aiguë ou chronique et l'hypersensibilité au valproate. Alors, les principales maintenant interactions médicamenteuses, c'est surtout avec les antiépileptiques inducteurs enzymatiques. Alors, par exemple, si le patient est sous phénobarbital, carbamazépine ou phénytoïne, l'association donc des contraceptifs oraux, autres antiépileptiques ou des AVK, comme un risque de diminution de l'efficacité contraceptive, bien évidemment, puisque ce sont des inducteurs, ou baisse du taux plasmatique. La diminution de l'efficacité contraceptive, c'est grave quand on prend des antiépileptiques. Pourquoi? Parce que beaucoup d'antiépileptiques sont tératogènes. Donc, du coup, il faut faire attention. Je vais parler de valproate. Donc, vraiment attention, phénobarbital, carbamazépine, phénytoïne, risque de diminution de l'efficacité contraceptive et baisse, donc par baisse du taux plasmatique, d'autres antiépileptiques et des AVK, bien évidemment. Le phénobarbital avec l'alcool, majoration de l'effet sédatif. La phénytoïne avec la cimétidine, disulfiram, sulfaméthoxazole, comme un risque de surdosage et d'augmentation des effets indésirables de la phénytoïne. La cimétidine ou disulfiram ou sulfaméthoxazole, voilà, et huma des inhibiteurs. D'accord. La carbamazépine avec d'autres antiépileptiques ou d'autres contraceptifs oraux, bien évidemment, baisse par les taux plasmatiques des antiépileptiques et des contraceptifs. Avec les non-inducteurs enzymatiques, le valproate de sodium, c'est un inhibiteur. Autre antiépileptique associé, élévation du taux sanguin des antiépileptiques associés. L'association donc la plus fréquente, il y a le valproate, lamotrigine. Généralement, comme on l'a vu, il y a une diminution de moitié de la posologie de la lamotrigine en association avec l'acide valproïque. Voilà. Donc, Madame, oui. la baisse du taux plasmatique, معناها متاع les antiépileptiques ولا متاع les contraceptifs? متاع les antiépileptiques associés ومتاع les contraceptifs. زوز. Si tu as par exemple, je dis n'importe quoi, tu as associé le phénobarbital à, je dis n'importe quoi, du felbamate ou la lamotrigine ou la autre, لازمك تقرا حسابك le phénobarbital étant un inducteur enzymatique, tu vas avoir une diminution du taux plasmatique de l'antiépileptique associé. Après, probablement, tu vas augmenter les doses. Voilà. Un maniement thérapeutique. Alors, je dis comme là, la bithérapie, elle est vraiment difficile. Où on n'associe jamais les premières générations. Généralement, on associe un antiépileptique de première et de deuxième génération. De sorte qu'il y a un mécanisme d'action différent. D'accord? Madame? Oui? Le valproate مع lamotrigine, on peut les associer on doit diminuer la dose de l'amygdale. Allez, tu diminues la dose de l'amygdale, généralement par moitié. D'accord. Le valproate, c'est un inhibiteur. Donc, en association à la lamotrigine, l'amygdale, généralement, la posologie, elle est diminuée de moitié. Bien sûr, هذا الكل راهو بالسويفي بيولوجيك وبالدوزاج وبكل شيء معناتها ميم الاول on commence à moitié dose ونشوفوا. Voilà. D'accord. Alors, les antiépileptiques et grossesse. Alors, attention à la tératogénicité. Sous antiépileptiques, il y a une augmentation du taux de les malformations congénitales.
c'est 2 à 3 fois la population normale, donc c'est énorme. Le risque, bien sûr, il est plus important si polythérapie, bien évidemment. Le risque est également plus important avec les antiépileptiques majeurs, les anciennes molécules. Alors, les malformations, c'est des cardiomyopathies, donc des malformations cardiaques. C'est la spina bifida, c'est une malformation au niveau de la colonne vertébrale. Je crois une fermeture de la colonne vertébrale. Également, fente orofaciale. Alors, la prévention et le dépistage, alors comment ça marche? Généralement, on privilégie la monothérapie avec une posologie minimale le premier trimestre. On fragmente les doses, on donne plutôt les formes retard, on donne une supplémentation en acide folique, quoique les protocoles chez les gynécos, pratiquement les premiers trimestres, les femmes enceintes disent l'acide folique. Et bien sûr, une surveillance échographique. Alors, l'antiépileptique qui soulève le moins d'inquiétude chez la femme enceinte, il y a la motrigine. On a des données cliniques qui sont assez rassurantes. On a des données cliniques qui sont disponibles sur plusieurs années ou une population assez importante. Donc, l'antiépileptique à privilégier chez la femme enceinte, c'est la lamotrigine. Aucun cas de malformation n'a été décrit sous la motrigine. Viennent ensuite le lévéteracétam, l'oxcarbazépine et l'eslicarbazépine. C'est marqué Charlie plus court, mais c'est un analogue de l'oxcarbazépine où déjà, une fois métabolisé, l'oxcarbazépine dans l'organisme. D'autres antiépileptiques, ils peuvent être prescrits sous surveillance, bien évidemment. En première attention, le carbamazépine, le gabapentin, le phénitoïne, clonazepam ou le clobazam. Une évaluation bénéfice-risque. La femme enceinte, déjà, on ne peut pas arrêter le traitement. On sait que les antiépileptiques, ils sont tératogènes. On peut pas arrêter le traitement ou la femme لازمها تكون équilibrée ou en plus la grossesse le fait qu'elle est enceinte ça peut provoquer des crises. Le risque chez la femme enceinte il est énorme. C'est des grossesses précieuses, c'est un suivi très rapproché par le gynéco et le neurologue. Vraiment c'est très compliqué. Il est important que l'épilepsie soit bien équilibrée tout au long de la grossesse, ne pas arrêter ou modifier un traitement sans l'avis d'un spécialiste. Et généralement, une femme épileptique, elle doit prévoir sa grossesse. Le fait de vouloir un enfant doit être programmé. Une consultation préconceptionnelle, donc qui est très souhaitable afin de faire le point justement sur la pathologie et son traitement. Je me trouve équilibré par exemple le valproate de sodium et elle désire avoir un enfant, un bébé, donc elle doit arrêter son traitement par le valproate de sodium et passer à une autre thérapeutique. Donc c'est une grossesse qui doit être programmée. Par rapport aux médicaments et par rapport à la pathologie elle-même elle risque donc de réactiver l'épilepsie chez la femme. Alors, l'acide valproïque, vraiment, c'est le scandale du 21e siècle. Donc, l'acide valproïque, le valproate ou le valproate, donc dépakine, micropakine, dépacoate, dépamide et générique, est le plus tératogène, donc des anticonvulsivants et thymorégulateurs. Imaginez qu'il a été donc commercialisé en 1967. La contre-indication chez la femme enceinte n'a été déclarée donc, au niveau de l'ANSM, donc l'Agence nationale des médicaments en France, qu'en 2016. L'alerte en fin de compte. Imaginez شنو صار من 67 حتى 2016 donc des dizaines d'années de consommation
chez des femmes enceintes, il était très prescrit. Il avait un spectre large. ومعناتها وحتى concentration thérapeutique زاد ماهوش عنده un index thérapeutique qui était 3 donc le maniement thérapeutique نتاعو كان سهل. Et voilà. Donc éviter les grossesses lors d'un traitement par l'acide valproïque. Scandale, pourquoi? Parce que dernièrement, c'est un article qui est apparu il y a quelques jours sur Le Monde, le 10 novembre pour être plus précise. Donc l'agence carrément du médicament est mise en examen pour homicide involontaire pour défaut donc de répandre d'informations vers les femmes enceintes quant au risque connu pour la santé et le fœtus. Alors il y a des milliers donc d'enfants qui souffrent de malformations plus ou moins graves. C'est des malformations, donc c'est des cardiomyopathies, c'est des malformations des membres donc inférieurs et supérieurs, c'est un retard de développement psychomoteur. Même l'État français est mis en examen, donc il va indemniser donc, des victimes. Laboratoire Sanofi également, kiff. Donc vraiment, c'est le scandale du siècle. Lors des premières alertes qui ont eu vers les années 80, ça n'a pas été pris au sérieux. Les études ne sont pas très probantes pour l'épidémiologie ou les études donc rétrospectives ou descriptives, mais d'une importance d'une grande importance. Donc, du coup, les premières alertes, les médecins n'ont pas été pris au sérieux ni par le laboratoire ni par l'ANSM. Donc, du coup, ils sont mis en examen pour homicide involontaire carrément. D'accord? Et le laboratoire et l'agence du médicament française. Donc, voilà un petit mot pour que je trouve un peu à la page à ce qui se passe dans le monde. Voilà. La pharmacorésistance, maintenant, donc, qui marquina malgré donc, l'arsenal thérapeutique et le col, malgré les nouvelles générations, l'amélioration de la tolérance, l'épilepsie peut être complètement contrôlée par un traitement médical adapté, malgré qu'il est bien conduit. Donc, une persistance des crises qui sont invalidantes. Des facteurs qui favorisent la pharmacorésistance, notamment les crises inférieures à 2 ans, chez les crises généralisées, fréquentes ou partielles, l'échec d'un contrôle rapide ou la présence d'une lésion cérébrale. Un aspect pharmacogénomique, donc problème important dans le traitement de l'épilepsie. Base génétique complexe ou incomprise ou mal définie ou dans le domaine donc, de la recherche et du fondamental. Plusieurs données expérimentales supportent l'hypothèse d'une surexpression des transporteurs de médicaments antiépileptiques, d'où la résistance. Mais rien n'est confirmé. Il y a des études en cours pour confirmer justement les résultats. Alors, le dosage des antiépileptiques, chose qui est très importante. Intérêt surtout aussi variabilité pharmacodynamique interindividuelle, même dose, différentes concentrations plasmatiques, comme on l'a vu, qui m'a chauffé à l'état d'équilibre, il peut être atteint une dizaine de jours, une concentration thérapeutique, un intervalle de concentration thérapeutique, et 10 microgrammes, je me trouve efficace chez X et inefficace chez Y, donc il faut augmenter les doses. Faire attention, bien évidemment, il y a des molécules, les ont un index thérapeutique étroit, donc le risque d'inefficacité ou de surdosage est plus important. Risque d'interaction médicamenteuse en polythérapie. On confirme bien sûr le surdosage évoqué cliniquement par le dosage, donc bien évidemment des antiépileptiques. Et ça permet de vérifier l'observance. Les dosages actuellement disponibles pour la carbamazépine, l'oxcarbamazépine, phénobarbital, phénitoïne, l'acide valproïque et lamotrigine. D'accord? Et les taux plasmatiques efficaces n'ont qu'une valeur statistique et doivent être interprétés en fonction du contexte clinique.
معناتها كيما قلت لكم ان باسيون ينجم il est dosé ونلقاو عنده 10 microgrammes par millilitre, je dis n'importe quoi, de carbamazépine par exemple. L'intervalle interne à 10 à 40 et cliniquement, il n'est pas équilibré ou il fait des crises. Donc, on augmente légèrement la dose et on fait un suivi thérapeutique où on chauffe l'amélioration clinique. Donc, عندهم, ils doivent être interprétés en fonction de la clinique. Et des choses qui est importante. Le dosage doit être interprété en fonction de la clinique. مادام بربي وقتاش نعملوا الدوزاج وقت فما état d'équilibre هيك اللي في التابلو هذاك هو وقت اللي في التابلو. Une fois l'état d'équilibre il est atteint, on dose باش نشوفوا وإحنا اسكو وصلنا للكونسنتراسيون efficace وإلا لا. D'accord, merci. Voilà, nouvelle. Donc, il y a plusieurs molécules tawa جدد. Il y a ceux qui ont été mis sur le marché, donc d'autres non. Enfin, le zonisamide, plutôt indiqué, il semble agir sur les crises et les random origines au niveau du cortex. Le mécanisme non complètement élucidé. Il semble toutefois agir sur les canaux sodiques et calciques, les deux en même temps, donc voltage dépendant, également sur la neurotransmission GABAergique. Il semblerait, théoriquement, il agit sur la neurotransmission GABAergique et sur les canaux calciques et sodiques voltage dépendant. Donc, le zonisamide. Alors, le stiripentol, donc il est indiqué en association avec le valproate ou bien avec le clobazam, dans le traitement des convulsions toniques ou cloniques généralisées donc, chez les patients atteints d'épilepsie myoclonique sévère chez le nourrisson et qui ne sont pas suffisamment contrôlés par l'acide valproïque. Il y a également le lacosamide, plutôt chez l'enfant à partir de 4 ans, dans les épilepsies qui sont réfractaires au traitement. Mécanisme non encore élucidé, donc inactivation, mais apparemment, il agit sur les canaux sodiques voltage dépendant. Oui? فيكم شكون يتفرج في التلفزة a priori. D'accord. Donc le lacosamide, شكون مازلنا ما شفناش. Le l'ozigamone. Donc l'ozigamone, rimacimide et ralitoline, donc ce sont des inhibiteurs, des antagonistes donc des récepteurs glutamatergiques. Il y a également le safinamide qui bloque les canaux calciques voltage dépendant et les canaux sodiques également. Donc, il inhibe la libération du glutamate. Il inhibe également de façon sélective et réversible la monoaminooxydase B. C'est un anti-parkinsonien et il est surtout utilisé dans la maladie de Parkinson, le safinamide, pas vraiment dans l'épilepsie actuellement. D'accord. Alors, également quelques nouvelles molécules. Innovellan, le rufinamide, c'est un dérivé triazolé. Il agit au niveau des canaux calciques, des canaux sodiques avec stabilisation des membranes. Donc, c'est un médicament orphelin. Il est utilisé donc, chez les maladies rares. C'est surtout dans les épilepsies et les syndromes qu'on a vus tout à l'heure. Voilà, dans le syndrome de Lennox-Gastaut. Et donc, c'est les maladies orphelines d'origine génétique chez les enfants. D'accord. Et les essais cliniques en cours. Donc, vraiment une possibilité d'extension des indications vers les crises partielles réfractaires. Le ezogabine, Protsiga, donc c'est un nouvel anti-épileptique qui vient d'être autorisé donc, par l'EMA sous le nom de Trobalt et par l'FDA sous le nom de Potiga. Donc, apparemment, c'est un ouvreur de certains canaux potassiques. C'est un mécanisme nouveau. Mais bon, alors, pas très bien établi. Hein.
il entraîne donc une sortie de potassium avec augmentation de la polarisation cellulaire, d'où une stabilisation donc des neurones. Elle est commercialisée donc sous forme de comprimés de plusieurs doses, donc de plusieurs dosages. Traitement d'appoint des épilepsies partielles résistantes aux autres traitements. D'accord. Toutefois, il a des effets indésirables assez importants. En deuxième, voire en troisième intention, notamment des états confusionnels et des idées suicidaires. D'accord. Voilà. Alors, le traitement chirurgical de l'épilepsie, donc ça existe, c'est très rare. Juste, je نقول comme les femmes un autre traitement de l'épilepsie autre que le traitement pharmacologique. C'est surtout dans les épilepsies partielles et pharmacorésistantes. Si jamais la zone épileptogène elle est unique et localisée, donc c'est la neurochirurgie ici. Donc XRS possible sans déficit fonctionnel ou déficit acceptable. Parfois, on tolère d'avoir un certain déficit. Le patient il est pharmacorésistant ou l'épilepsie, la zone épileptogène elle est localisée. Donc, du coup, on fait l'exRS, même si on sait qu'il y aura des effets secondaires à cette opération, mais qui restent acceptables. Alors, les techniques, c'est assez compliqué. Juste pour vous, sachez qu'il y a des techniques curatives, résection du foyer épileptogène, et puis il y a des techniques qui sont plutôt palliatives, notamment la stimulation chronique du nerf vague est une stimulation intracérébrale. Donc, il implante une sorte de dispositif et il va provoquer donc la stimulation du nerf vague. Voilà, je pense qu'on a terminé. Est-ce que vous avez des questions? Madame, les nouvelles molécules, عندنا منهم في تونس. لا. Pas pour le moment. J'ai cherché sur la base de données de la DPM. Des demandes les nouvelles molécules. La quatrième génération, oui, les Levetiracetam, les nouvelles molécules que je viens de citer, non, pas pour le moment. Déjà, il vient d'être commercialisé. Il y a même des études cliniques, il est en cours, en post-AMR. Donc, pour le moment, quatrième génération, les Levetiracetam, oui, كيبقى موجود وعندنا حتى دي génériques, je pense. Mais l'autre, là. Voilà. J'espère que ça s'est bien passé. Oui. Les posologies pour les molécules anciennes ou les nouvelles générations, est-ce que ce sont à apprendre? لا ما تحفظوش. Non, ما تحفظوش. البوزولوجي نعطيكم انا لا دوز ونعطيكم ان كا كلينيك ونقول لكم ياخذ فيه قداش معناتها. باغ كونطخ لي كونسونطراسيون ثيرابوتيك افيكاس لازم تعرفوها. خاطر نجم انا نقول لكم باغ اكزومبل عندي ان باسيون اكس وكذا ياخذ فيه كذا وعملنا له ان دوزاج. Il est dosé, par exemple, قينا telle concentration. Est-ce que on est dans la marge, on est dans l'intervalle thérapeutique efficace ou pas. Donc, voilà. À connaître. L'intervalle thérapeutique, les concentrations efficaces à connaître. L'état d'équilibre, il est atteint à connaître peut-être. Ah, mais non, les pathologies ou les spécialités, non. Madame, Merci. Madame. Oui. Bonjour madame. Bonjour. Madame, chaque spécialité ou chaque وحدة à connaître les effets indésirables نتاع كل وحدة. Oui, à connaître les effets indésirables, à connaître. D'accord, merci madame. لازم تعرفوا les effets indésirables, surtout les effets indésirables spécifiques. أما لازم تعرفوا grosso modo les effets indésirables, il faut les connaître. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Merci, madame. Voilà. Allez. Madame, voilà, donc à bientôt. Bon courage, bonne continuation et bonne santé à tous. Merci, madame. C'est moi. Madame, Merci, madame. une question à propos de ce cours, madame.